Merci beaucoup. Merci multiple, merci pour l'introduction. Où est la commande Sur le pupitre. Patrick ? Oui. Sur le pupitre, d'accord. Et merci aussi pour l'invitation à parler dans ce cadre-là. Alors, merci tempéré par le fait qu'effectivement, comme François l'a dit tout à l'heure, au départ, on m'a demandé de faire quelque chose qui était d'une certaine façon sur des idées de modélisation en lien avec du signal. Et puis bon, le temps passant, j'ai compris qu'en fait, il y avait une thématique dans cette journée dont on n'avait pas trop parlé au début, qui était quand même un axe IA. Alors bon, l'IA n'est pas en tant que telle ma spécialité. Il y a beaucoup d'interactions et en particulier maintenant, il y a un renouvellement de beaucoup de choses qui se font en traitement du signal qui ont à voir avec, via l'apprentissage machine, avec des choses de type IA, donc j'essaierai d'en parler à la fin. Mais pour répondre à l'exercice qui m'est demandé, je parlerai quand même plutôt de signal au départ, de représentation et de modélisation d'une manière un peu large. Et puis j'en profiterai pour faire 2 détours au milieu qui n'ont rien à voir avec ni le signal ni l'IA, quoique, on verra. Mais disons qu'ils parleront aussi de problèmes qui sont liés à de la modélisation et de la représentation. Alors, point de départ, bon, je prends un point de départ qui est relativement classique pour situer les problématiques. C'est que dans beaucoup de contextes de sciences expérimentales, en particulier maintenant, d'une certaine façon, on travaille toujours quelque part en lien avec un triangle qui est un triangle dans lequel il y a d'un côté ce qu'on peut appeler la physique, mais ce qu'il faut voir dans physique, c'est ce qui nous vient de la nature, ce qui vient des artefacts technologiques qui peuvent être construits par l'homme, ce qui est aussi toutes les données. Donc c'est en fait ce sur quoi on va travailler. Donc il y a l'axe de la physique vu comme grand domaine. Il y a le sommet des mathématiques aussi. Et celui de l'informatique. Alors les mathématiques, on est dans un autre monde puisque c'est plus un monde dans lequel on va s'intéresser à construire des théories, établir des preuves, montrer des convergences, etc., etc. Et puis il y a l'axe informatique qui prend évidemment, je l'apprends à personne, une importance de plus en plus grande depuis plusieurs décennies, qui nous fait rentrer dans le monde du numérique. Alors effectivement, le monde du numérique dans lequel on passera aussi du côté de l'IA, mais c'est aussi le monde des algorithmes. Et les algorithmes sont des façons de traduire en action des choses qui peuvent être du côté des mathématiques. Donc ça, cette liaison, elle est importante, c'est-à-dire que les outils qu'on peut développer sont actualisés dans des choses qui ont un impact effectif et une action sur les données. Et puis, il y a aussi tout l'aspect qui est quelque part entre la physique et les mathématiques qu'on peut lier à de la modélisation. Alors, ce triangle, je vais le compléter un peu, puis on le verra revenir à la fin, un peu plus loin dans l'exposé, parce qu'il est aussi, utile pour comprendre des évolutions qui se font, en particulier des évolutions dans le monde numérique. Alors, le traitement du signal, il est quelque part là au milieu. Donc, c'est une discipline en soi, donc qui a une existence pas si ancienne, on va dire une 60aine d'années en termes de baptême officiel. Je crois que le mot traitement du signal est entré dans les mots-clés du Comité national du CNRS en 77, si je ne m'abuse. Voilà. Et c'est quelque chose qui est en fait à son existence propre, avec des outils propres, mais qui sont des outils explicitement en interaction avec ces autres domaines. Donc c'est typiquement une discipline d'interface et une discipline qui amène très souvent à traiter toute une chaîne d'analyse qui part de l'acquisition, qui regarde comment on en fait de la modélisation, comment on construit des outils mathématiques qui permettent de les décrire, de les analyser, mais aussi comment ça se transforme en des algorithmes qui permettent de les traiter effectivement. Alors, si on fait juste un petit point historique classique et qu'on veut revenir aux sources du traitement du signal, j'ai parlé de 77, j'ai parlé de 60 ans, en fait, on peut parler de plus ancien, parce qu'au départ, d'une certaine façon, c'est ce monsieur qui est à la base du traitement du signal. Je pense que tout le monde l'a reconnu. Bon, qui ?
Joseph Fourier. Et Joseph Fourier, dont on a fêté il n'y a pas longtemps le 257e anniversaire de la naissance, est effectivement un scientifique qui était un scientifique et plus que scientifique. Alors c'est intéressant, je le signale aussi, parce que dans le cadre de cette journée, il y a une chose importante. Moi, je ne vais pas vraiment la traiter dans mon exposé, mais je pense qu'elle est très importante et on y est tous très attachés. C'est les rapports entre la science et la société, et c'est la place aussi du savant dans la société. Donc Fourier, bon, il a plein de qualificatifs, et il était enfant prodige. Ensuite, il a été actif dans la Révolution. Il est parti en ce sens-là en Égypte, je vais y revenir. C'était un mathématicien, un physicien. Je mets égyptien parce qu'effectivement, il a fait partie de l'expédition d'Égypte avec Bonaparte, et il a rédigé la préface de la grande description monumentale de l'Égypte. Mais il a été préfet aussi, et donc il a eu une action effective sur la société, tout en gardant un point de vue de scientifique, ce qui peut évoquer certains échos dans les situations d'aujourd'hui. Et puis il a été académicien. Alors pourquoi est-ce que Fourier est un pionnier du traitement du signal? Parce que si je reprends ce triangle que j'ai montré avant, physique, mathématiques et informatique, et ce que je dis, c'est que les trois sont nécessaires pour l'équilibre de ces études. Eh bien, le point de départ de la théorie de Fourier, c'était effectivement la physique, puisqu'il répondait à une question qui était posée par l'Académie des sciences pour établir l'équation de la chaleur. Et pour ça, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a inventé et développé tout un ensemble de méthodes mathématiques, ce qu'on appelle maintenant l'analyse de Fourier, et qui s'est développée dans le XXe siècle dans un cadre beaucoup plus large pour devenir de l'analyse harmonique dans un sens très, très vaste. Et ce qui est intéressant, c'est que d'une certaine façon, le deuxième boom de l'analyse de Fourier est arrivé dans les années 60, parce que précisément cette très belle diagonale ici, qui était bien connue, qui a donné des très beaux travaux, s'est actualisée en des outils qui ont investi en fait tous les champs scientifiques lorsque on a trouvé des algorithmes rapides de calcul de transformation de Fourier. Et les algorithmes rapides de transformation de Fourier ont vraiment fait en sorte que, d'une certaine façon, Fourier est un nom commun de la science. C'est-à-dire, je vous mets au défi de trouver une discipline scientifique de sciences expérimentales, dans lesquelles il n'y a pas à un moment ou un autre une analyse qui est faite avec une analyse de Fourier. Et si on regarde même un peu plus précisément maintenant ce qu'il en est, à un moment où je vous parle, tout ce qui tourne sur les réseaux, etc., l'algorithme de FFT, c'est le deuxième algorithme le plus utilisé dans le monde sur Internet après les tris. Donc c'est vraiment un impact absolument considérable. Alors, venons à ce qui nous intéresse. Fourier, effectivement, il a proposé quelque chose qui est de l'ordre de la représentation, on peut dire. Je me focalise juste sur ce petit aspect. Et si on veut être extrêmement réducteur, on va dire que la représentation de Fourier, c'est de dire que quoi? Quand on prend un signal, on peut le représenter autrement et en l'écrivant comme somme de sinus et cosinus. Ok. Tout le monde sait ça. Alors, ça, c'est intéressant parce que c'est une représentation qui, d'une certaine façon, est assez naturelle pour certains signaux, comme les ondes monochromatiques. C'est évident que si on a un sinus, le représenter comme un sinus, ça paraît normal. Alors ça c'est très bien parce que ce que ça donne, c'est qu'effectivement dans sa représentation temporelle, si j'enregistre juste mon sinus, j'ai ça, et dans sa représentation fréquentielle, j'ai quoi? J'ai un pic, et un pic ça me dit que finalement j'ai besoin de très très peu de choses pour décrire cette situation. Et l'intérêt, c'est que ce côté naturel pour ce type de signaux, c'est aussi quelque chose d'une certaine façon d'efficace, dans la mesure où si on prend maintenant une version qui est une version, par exemple, là j'ai corrompu ça facilement avec un petit bruit que j'ai rajouté, il est évident que dans le domaine direct on voit rien, okay, et l'objet de l'analyse, c'est d'une certaine façon, de la représentation, c'est d'aller dans un domaine où on voit. Et donc, si on refait l'analyse de Fourier, qu'on prend un transformé de Fourier de cette situation-là, ben, qu'est-ce qui va se passer? Comme tout est basé sur des ondes monochromatiques, qu'il n'y en a qu'une, on la voit. Et les autres, par contre, ben, qu'est-ce qui se passe? Elles essaient de faire au mieux et de se débattre pour répartir l'espace possible des fréquences, mais chacune avec très très peu de poids. Et donc, on a une parcimonie de la représentation, y compris dans des situations qui sont dégradées. Donc, il y a l'idée derrière qu'en parlant de représentation, on passe dans un espace où on cherche des notions qui sont des notions d'adaptation et qui sont des notions d'efficacité. Alors maintenant, d'un point de vue strictement mathématique,
si le résultat de Fourier est un résultat universel, alors bon, j'ai mis tout, évidemment les mathématiciens il ne faut pas qu'ils regardent ça au pied de la lettre, c'est un tout au sens, avec plein de précautions qu'on peut rajouter, mais en approximation zéro c'est ça, eh bien ça peut s'appliquer à d'autres signaux que des signaux qui sont des ondes monochromatiques. Et en fait, on a par exemple des situations comme du bruit, on venait de le voir, une impulsion, ou un chirp, donc une fréquence qui évolue au cours du temps. Et en fait, ici, pourquoi j'ai pris ces trois exemples? Parce que là, j'ai construit exprès trois situations qui sont des situations qui ont exactement les mêmes composantes spectrales. Donc ça, c'est tous les modes de Fourier en question. Simplement, la petite variante, c'est qu'il peut y avoir une fluctuation dans les poids et surtout une fluctuation de déphasage relatif. Donc là, on a vraiment un tout petit jeu de paramètres, et on voit qu'avec un petit jeu de paramètres, par exemple si on prend l'impulsion, on voit bien qu'effectivement toutes ces ondes elles conspirent pour se synchroniser à l'instant milieu, de telle sorte qu'ici tout s'additionne et tout pointe pour faire sortir de l'énergie localement, et puis à côté tout au contraire conspire pour s'équilibrer pour qu'à la fin on ait quasiment zéro. D'accord ? Alors dans le bruit, il y en a un peu partout, et dans le chirp, on voit que cette idée de coïncidence, c'est une idée qui est glissante au cours du temps. Donc il y a une coïncidence qui glisse petit à petit, de telle sorte que on a, plutôt dans l'autre sens, on a les fréquences qui émergent progressivement. Alors, mathématiquement, c'est évidemment quelque chose qui est intéressant. Physiquement, on peut se poser la question. C'est-à-dire là, on est dans un domaine où la représentation mathématique que l'on donne n'est pas forcément une représentation qui est en adéquation naturelle avec l'idée physique que l'on se fait du phénomène. Et du coup, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que c'est qu'une représentation, et après, qu'est-ce que c'est qu'une bonne représentation ? Alors, si on regarde des définitions de dictionnaire, bon, quand on regarde les représentations, il y a plein d'acceptions. J'y reviendrai aussi. Il y a plein d'acceptions. Il y en a une première qui est quand même de rendre sensible au moyen d'une figure, d'un symbole, d'un signe. L'écriture, par exemple, est la représentation de la langue parlée. Ok, donc c'est une idée qui est une idée dans laquelle on va mettre des contraintes dans la représentation. Et si on s'en tient même vraiment au mot, on va dire que représenter, c'est représenter. Donc c'est d'une certaine façon prendre ce qu'on a, le montrer différemment, mais avec l'idée qu'on ne va pas perdre de l'information relativement à cette donnée de départ. Donc il y a une idée d'invertibilité, c'est-à-dire qu'il y a une possibilité, si on est passé dans un espace transformé pour la représentation, on voit mieux les choses, on a la possibilité de revenir dans l'espace de départ sans avoir rien perdu, et on peut faire ce jeu avec d'autres espaces de représentation. Et l'index de Fourier, c'est l'exemple typique, puisque tout le monde sait aussi que s'il y a une transformée de Fourier, il y a une transformée de Fourier inverse. Okay. Et la deuxième idée, c'est une idée qui était sous-tendue par le petit exemple jouet que j'ai montré juste avant, c'est une idée de parcimonie, parce qu'on a envie d'une certaine façon qu'une représentation, elle soit économe dans sa façon de décrire. Alors, et c'est le problème que je montrais tout à l'heure, une impulsion, on peut la décrire comme une infinité d'ondes monochromatiques qui se superposent, mais on sent bien que ce n'est pas la façon la plus économique de décrire l'impulsion, qui serait plutôt décrite par la position et par l'amplitude. Donc on peut rapporter ça au principe du réservoir d'Occam, qui est un principe qui est utilisé dans beaucoup de circonstances, où on dit qu'il n'est pas nécessaire de multiplier les quantités ou les représentations sans nécessité. Mais surtout, le point sur lequel je vais insister un peu, et il reviendra de manière récurrente dans la suite, c'est que lorsque on s'intéresse à une représentation, on a deux entrées, deux visions. Il y en a une qui est a priori, il y en a une qui est a posteriori. Donc ces considérations a priori, elles sont d'une certaine façon, qu'est-ce que l'on sait de ce qu'on veut représenter ? Et par exemple, comment ça peut nous aider pour représenter ? Et ça fait appel à des choses qui peuvent avoir à voir avec la modélisation, j'y reviendrai. C'est aussi quelque chose qui peut aider à trouver une modélisation, dans la mesure où on peut faire une représentation qui est ouverte et qui laisse une possibilité aux données de s'organiser de telle sorte qu'elle soit une piste pour comprendre mieux la modélisation. Et puis il y a aussi le pourquoi on représente les choses. Donc on change d'espace pour mettre en évidence des choses, soit parce qu'on sait qu'on s'attend à les voir, soit parce qu'on a envie de voir certaines catégories de choses. Et c'est d'une certaine façon l'idée que des données sont porteuses d'une information et que du point de vue de l'utilisateur, il y a la distinction entre ce qu'on peut appeler une information utile et une information parasite, qui est le paradigme de traitement du signal classique, où on dit une donnée, c'est un mélange signal plus bruit, et on voudrait récupérer le signal par rapport au bruit.
Alors ça, on voit bien que c'est aussi quelque chose qui garde une part de subjectivité parce que ça dépend du problème qui nous intéresse. Bon, l'exemple classique, bateau, c'est l'exemple de cocktail party où en fait, d'une certaine façon, si des conversations se mélangent, ce qui est signal pour une paire d'interlocuteurs qui ont une conversation donnée et bruit pour les autres paires de personnes qui conversent et qui préféreraient avoir leur propre conversation. Donc il y a une distinction qui peut être soit de nature physique, parce qu'on peut dire un bruit c'est lié à des perturbations, de fonctionnement d'appareils, etc. Puis il y a aussi le fait simplement que c'est ce qui ne rentre pas dans la catégorie de l'information que l'on considère utile du point de vue de l'utilisateur. Voilà. Alors, une conséquence d'une certaine façon, c'est qu'une représentation, c'est basiquement une construction. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qui est donné a priori une fois pour toutes et il n'y en a qu'une. C'est une construction dans laquelle on mélange des idées qui sont des idées a priori et des idées a posteriori. Ok, alors, bon, on est arrivé là. Et du coup, j'avais dit qu'on allait faire deux détours. Donc là, on va quitter le signal et on va pas encore aller vers l'IA du tout. Et on va faire deux détours d'illustration avec deux notions qui sont apparemment complètement différentes, qui sont la notion de perspective et la notion de cartographie. Alors, premier détour, perspective. L'idée, c'est quoi ? L'idée, c'est de représenter l'espace sur un tableau. Ok ? Alors, si on regarde ça en termes des contraintes et considérations a priori et a posteriori que j'ai mentionnées avant, bon, les contraintes, c'est de passer de 3D à 2D. On voit bien que c'est un système de projection. Il n'y en a pas qu'un. Il y a multiplicité de systèmes de projection. Et il y a tout de suite une difficulté qui est qu'en faisant ça, par exemple, la considération de l'invertibilité va être mise en cause. Et puis surtout, il y a des considérations a priori et a posteriori qui peuvent venir de différentes natures. D'une part, il y a le fait qu'on se ramène à un problème qui est un problème de perception visuelle, donc dans lequel on peut faire entrer la notion de système visuel, tel qu'on peut le voir biologiquement, le modéliser, essayer de le prendre en compte. Et puis il y a le côté perceptif, c'est-à-dire comment est-ce que l'information qui est récupérée est une information dont on va extraire des caractéristiques que l'on peut juger utiles. Et d'une certaine façon, c'est des choses qui s'appuient finalement sur aussi des visions du monde qui sont des visions différentes et qui ne sont pas nécessairement données a priori. Alors, concrètement, si on prend le point de vue le plus classique, enfin, si on dit c'est quoi la perspective, le point de vue le plus classique, c'est d'une certaine façon le schéma de la perspective linéaire, qui est tel que... Bon, il a été théorisé par Alberti, là, et puis après, il a été repris par un Lyonnais célèbre, qui est Desargues, et qui a créé la géométrie projective. Et l'idée, c'est quoi ? C'est l'idée de la pyramide visuelle, c'est-à-dire qu'ici, on voit ce stylet, là, il y a l'œil du dessinateur, qui a pas l'air de très bonne humeur, mais qui est en train de dessiner ici une scène. Et là, ici, il a un tableau, un grillage quadrillé, et il reporte sur sa feuille, finalement, ce qu'il voit dans les carrés. Et donc, on est en train de dessiner pour chaque point qui vient à l'œil de l'observateur une pyramide visuelle. Et ça, on peut le voir d'une certaine façon comme une forme de système objectif, et objectif, on peut le voir aussi comme l'objectif de la caméra, c'est-à-dire que c'est au sens de la photographie, où d'une manière assez naturelle, on peut prendre ce système comme le système de la perspective, et il n'y a pas à en dire plus. Alors oui et non, parce qu'en fait, il y a beaucoup de mais par rapport à cette situation. Il y a le premier, c'est qu'on voit bien que si on prend maintenant ce cadre et qu'on est en train de l'agrandir à l'extrême dans toutes les directions, eh bien on va avoir des déformations aux grands angles qui vont être quelque chose qui ne rendra pas compte exactement de la perception que l'on a. Ce qui est vrai avec la photo. Je veux dire, une photo prise au grand angle est une photo qui est déformée d'une certaine façon par rapport à une forme de vision. J'y reviendrai. L'autre, c'est qu'il y a une vision monoculaire, ce qui n'est pas forcément notre cas. Il y a une vision qui est statique, c'est-à-dire qu'on regarde vraiment en un instant une scène, mais on ne considère pas qu'on explore la scène pour la voir. Et puis, il y a une représentation, je disais, qui n'est pas inversible, puisque par l'idée de projection, on a de l'illusion, et de l'illusion qui peut rentrer dans le champ de l'interprétation. Donc là, deux exemples. Effectivement, si on prend exactement le schéma qui est le schéma perspectif au sens, on va dire, d'Alberti, de la perspective linéaire, eh bien, on peut récupérer quelque chose qui est effectivement dans l'espace de la représentation qu'on a reprojeté, qui est semblable à ce qu'est la scène réelle,
Ou bien on peut créer quelque chose, ça c'est une œuvre de Georges Rousse qui est intéressante parce que l'interprétation qui est liée à la pyramide visuelle est une interprétation dans laquelle il y aurait une sorte de drap multicolore qui serait pendu dans ce grenier, alors qu'en fait pas du tout. En fait c'est le grenier qui est peint explicitement de telle sorte qu'en se positionnant exactement à l'endroit où on est, eh bien on a l'impression qu'on a cette chose-là. C'est-à-dire que vu du côté de l'observateur, on s'attend à voir quelque chose parce qu'on a la connaissance préalable supposée du schéma perspectif, et en fait, on est juste trompé par le fait qu'on a fait une scène de telle sorte qu'elle nous projette dans ce système. Voilà. Donc, Rousse a fait beaucoup de choses de ce type-là, dans des espaces abandonnés, etc. C'est assez intéressant. Alors, en fait, il y a d'autres représentations en perspective. C'était le point que je voulais mentionner. Et en particulier, il y en a une qui est classique, qu'on connaît aussi, hein, c'est du dessin industriel, la perspective cavalière. La perspective cavalière est un schéma de représentation, mais il est de l'ordre du technique plus que de l'ordre du perceptif. Parce que c'est une façon de mettre en plan quelque chose qui est une description de l'espace, qui est récupérable en des cotes, etc., d'une manière directe. Mais, de manière plus intéressante, il y a d'autres schémas qui ont existé et qui existent. Alors, si vous regardez des œuvres anciennes, en particulier l'art byzantin, etc., on a l'impression c'est qu'ils ne savent pas dessiner la perspective. Mais en fait, c'est plus compliqué que ça. Par exemple, je ne vais pas entrer dans tous ces détails, mais il y a un traité intéressant de Panofsky qui s'appelle La perspective comme forme symbolique. La traduction française était de 75, mais le boulot de départ, c'est dans les années 30, qui s'intéresse à trouver une forme de théorisation des représentations qui sont dans ces œuvres essentiellement byzantines, à partir d'autres schémas de connaissance et de modélisation a priori. En disant, finalement, la projection qui se fait lors d'une acquisition d'une image par l'œil, ça a quelque chose à voir avec la pyramide visuelle, si ce n'est qu'au lieu de mettre un plan devant, on regarde la projection qui se fait sur la rétine, et la rétine, elle a une concavité. Donc, dans ce cas-là, il y a une théorie qui vaut ce qu'elle vaut, parce que mathématiquement, elle ne suit pas tout à fait, mais un peu. Il y a quelque chose qui prend en compte la concavité de la rétine et revoit la projection de telle sorte que lorsqu'on a une petite pièce avec des poutres, etc., on a une projection, ce qu'on appelle un arête de poisson, où il n'y a pas un point de convergence unique. Donc ça, c'est des choses qui sont observées, mais qui restent avec des présupposés. Et c'est là où c'est intéressant, qui mettent la priorité sur la centralité du regard, ça c'est sûr, et sur une interprétation symbolique qui est aussi une interprétation que Panofsky développe avec les théories de Cassirer et d'autres sur la place on peut dire, de l'homme dans le monde, comment est-ce qu'on perçoit le côté géocentré, etc., etc. Voilà. Et puis il y a d'autres perspectives, alors qui paraissent assez bizarres, mais qui sont des perspectives vraiment symboliques. Par exemple, la perspective inversée. Alors ça, c'est une théorie qui a été développée dans les années 20-30 par de nouveau dans le monde, on va dire, byzantin, et qui est aussi à l'œuvre dans des représentations d'icônes. Mais là, cette fois-ci, en fait, c'est quelque chose qui est sur une base d'inversion du regard. C'est-à-dire, au lieu d'une certaine façon de voir les rayons lumineux qui viennent sur la rétine, quelle que soit sa forme, là, on est plus dans une attitude où on projette le regard sur ce que l'on observe, et en fait, on crée une représentation subjective où, d'une certaine façon, on met un ordre qui est un ordre, alors là, qui est plus du tout mathématique, on sort du cadre des mathématiques, dans lequel il y a une taille qui est associée à une perspective, que nous, on lit comme une perspective, mais qui est liée à une préséance. Donc, par exemple, dans des scènes religieuses, effectivement, l'éloignement correspond aussi à s'approcher du ciel, qui a une plus grande importance que la vie sur Terre, et donc on a des choses qui sont plus grandes et qui donnent ce schéma de perspective inversée. Mais qui est aussi théorisé d'une certaine façon par les tenants de la perspective inversée. Alors, ce qui est intéressant, je fais une remarque parce que ça ouvre sur un des aspects que j'ai mentionné tout à l'heure, qui est la part de la perception statique, qui n'est pas forcément la perception unique. C'est que si on regarde précisément dans l'art contemporain, eh bien, on a quelqu'un qui s'appelle David Hockney, qui a beaucoup
réfléchi à ces questions et qui a beaucoup utilisé des schémas de perspective de type perspective inversée. Alors, bon, ça c'était un travail sur la chaise de Van Gogh vue en perspective inversée. Et ça, c'est alors une reprise qui est une reprise en collage de Polaroid, sur le même principe, la chaise du Luxembourg. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, dans ce cas-là, on voit qu'on a une possibilité d'introduire une vision dynamique du regard et une vision dynamique dans la représentation, ce qui n'était pas donné. Ce qui est un peu la différence entre on va dire, la photo et le dessin ou la peinture. Parce que les travaux suivants d'Hockney sont des travaux de ce type-là, où il y a des collages qui sont des collages toujours de photos ou de Polaroid, mais qui en fait sont autant de snapshots qui sont pris à des instants différents. C'est-à-dire qu'on a le regard qui se balade, et on sait qu'aussi on a le regard quand on regarde une scène, c'est aussi des micro-saccades qui envoient à tel et tel endroit. Donc on a une exploration qui est une exploration temporelle d'une scène spatiale. Et elle est rendue de cette façon. Alors là, c'est bien parce que ça met des chemins d'espace-temps un peu différents, puisqu'il y a les mêmes personnes et les mêmes scènes qui peuvent être vues à des endroits quasiment les mêmes, mais à des instants différents dans la représentation. Et d'une certaine façon, si on veut faire un lien pour oublier l'écart que je me suis permis là, du côté de la perspective, de l'art et tout ça, finalement, c'est aussi des choses qu'on rencontre, par exemple, en physique. En physique, on a, pour de la dynamique des fluides, des modes de représentation qui sont d'une certaine façon en parallélisé avec ce que je raconte, puisque soit on s'intéresse à des descriptions, comme on dit, eulérienne, soit lagrangienne. Lorsque on s'intéresse au mouvement, par exemple, d'un fluide, on peut soit regarder ce qui se passe en un point en laissant défiler le fluide, soit on peut mettre des particules ou des choses comme ça qui suivent le fluide dans son mouvement. Et dans un cas, on a une description qui suit la dynamique et dans l'autre qui la récupère simplement par le fait d'en faire des instantanéités. Donc d'une certaine façon, là on est photo, et puis là on est au contraire description temporelle et dynamique dans l'esprit de ce que j'ai montré avant. Ça, c'était le premier détour. Deuxième, c'était la moitié du premier détour. Le deuxième, c'était la cartographie qui parlait de planisphère comme représentation du monde. Alors là aussi, c'est un autre problème, mais c'est de même nature quand même. C'est parce que quel est le problème ? On veut passer la sphère au plan. Alors on sait qu'il n'y a pas de projection, on ne peut pas projeter la sphère de manière idéale. Voilà, il y a des systèmes de projection multiples. Et là aussi, il y a des considérations. Donc comment est-ce qu'on va changer d'échelle ? Comment on va regarder le point de vue ? Et de manière sous-jacente, ça c'est plus intéressant peut-être au niveau sociétal, c'est que ces différentes visions du monde avec des implications éventuellement géopolitiques, je passe assez rapidement. Un planisphère classique, c'est ça. Bon, pourquoi il est classique ? D'une certaine façon, parce que on le connaît, bon, il est centré sur l'Europe, voilà. Et puis on a les effets de déformation qui arrivent vers les pôles, où on voit bien que les surfaces qui sont représentées là n'ont rien à voir avec l'importance réelle sur le globe. Alors maintenant, bon, on peut faire des variantes. On peut faire une vue américano-centrée, on peut faire une vue japono-centrée, et de manière plus intéressante, on peut regarder le monde différemment, par exemple comme ça. Et ça, c'est moins standard, mais c'est tout aussi vrai. Et pourquoi ? Parce que finalement, si on demande de représenter une carte du monde, il y a une sorte d'habitude qui s'est prise où on mettra toujours le pôle nord en haut, le pôle sud en bas, et puis on mettra quelque chose qui favorisera sans doute nos domaines. Alors ça, c'est une représentation qui est une représentation inversée, donc qui nous est moins facile en lecture, mais qui porte un message qui est quand même un message intéressant et différent, et qui en plus est fait suivant une projection de Peters et pas de Mercator, de telle sorte que on oublie les angles, la conservation des angles, mais par contre on garde la conservation des surfaces. Et on se retrouve avec des comparaisons de surfaces équivalentes des différentes places des continents, etc., mais qui nous oblige à une lecture qui est quand même plus d'efforts, voilà, et plus de reconsidération sur comment on se place par rapport à la description du monde que l'on récupère ou que l'on donne. Voilà. Deuxième variante dans celle-ci, et si on quitte le monde de la représentation, qui est la représentation d'être uniquement sur des objets plans, sur des feuilles, sur des écrans,
on peut aussi aller vers une physicalisation. Alors ça, c'est des choses dont je ne vais pas avoir le temps de parler, mais qui sont intéressantes. C'est-à-dire qu'on peut, par exemple, il y a tout un ensemble de travaux qui existent, c'est des gens qui font des choses sur la physicalisation de données, de telle sorte qu'on transforme des données, non pas forcément en un graphique, mais en des objets. Et des objets qui sont manipulables et qui sont... Alors l'exemple typique, c'est la map-monde, parce que la map-monde, c'est typiquement un modèle réduit du monde. Donc c'est ramener à un objet, mais qui est un objet 3D, quelque chose qui est manipulable. Alors cette fois-ci, on a une perception qui est une perception bien meilleure de ce que peuvent être les poids relatifs des surfaces des différents continents, puisqu'il suffit de regarder et de tourner. En même temps, il y a un problème d'échelle, parce que ce qu'on mettra sur une petite map monde, sur une grande, ça ne sera pas la même, etc. Et de nouveau, il y a des questions a priori et a posteriori. Alors je donne juste un exemple parce qu'il est amusant, mais en même temps, il est amusant et je pense signifiant quand même. C'est que si on prend une petite map monde, une petite map monde taille crayon, là comme celle-ci, et bien évidemment, c'est des objets qui font quelques centimètres. Donc, sur des objets qui font quelques centimètres de diamètre, on va représenter le monde et on va le décrire avec des choix. C'est-à-dire qu'on va échantillonner, par exemple, les localisations que l'on met. On peut pas écrire toutes les villes du monde, donc on va les choisir. Et donc, si on regarde ce qui se passe ici, par exemple, c'est assez amusant de voir que les États-Unis sont représentés par Chicago et Randul et Omana. Alors, si quelqu'un connaît les villes de Randul et Omana, qu'il me le dise. Je cherche depuis des années ce que ça veut dire. Je pense que ça, c'est Omaha avec une faute de frappe. Et ça, ce sont typiquement des objets qui sont fabriqués par des petites mains chinoises sur la base d'autres objets qui existent, etc., dans lesquels il y a, je pense, un tirage aléatoire qui est fait des noms qu'on va mettre de telle sorte que ça remplisse l'espace. Mais ça dit quelque chose aussi sur la vision qu'on donne du monde. Et si j'avais eu le temps, j'aurais une anecdote intéressante, parce qu'il y a un bouquin qui est sorti qui s'appelle Mad Maps et qui donne une anecdote intéressante, je pourrais la donner tout à l'heure, sur les cartes imaginaires. Voilà, donc je clôt cette partie parce qu'il faut que je parle de choses qui reviennent dans le signal et qui aillent un peu vers l'apprentissage. Alors, je reviens d'abord sur Fourier en faisant du Fourier 2.0, en disant que finalement, la limite qu'on avait tout à l'heure du Fourier, et que tout le monde connaît, c'est qu'on regarde des objets localisés avec des ondes monochromatiques. L'impulsion, il faut une infinité d'ondes monochromatiques, ça ne va pas. Pourtant, qu'est-ce qu'on fait? Quand on écrit de la musique, c'est exactement ce qu'on fait. Donc je ne vais pas entrer dans tous les détails, mais c'est exactement construire ce qu'on appelle une représentation temps-fréquence, qui est une partition, l'écriture mathématique d'une partition, dans laquelle on code sur quelque chose qui est en fait une carte. C'est l'équivalent d'une carte, avec des codes de couleurs, qui dit où sont les objets, fréquentiellement, et à quels instants. Donc, par exemple, les deux premières notes, on les retrouve ici, les deux suivantes, on les retrouve ici. Et ça, c'est quelque chose qui est une façon d'aider à la modélisation, dont je vais un tout petit peu parler maintenant, parce que c'est une façon d'offrir au signal que l'on analyse la possibilité de s'exprimer dans un plan de telle sorte qu'il occupe un espace qui explique sa structure. Alors, dans les années 50, là, il y a précisément un bouquin qui a été très important, qui s'appelait Visible Speech, la parole visible, qui était sorti sur des méthodes qui étaient des méthodes d'analyse de cette sorte, qui permettent de visualiser, d'explorer et d'aider à la modélisation. Alors, on peut se poser la question s'il existe maintenant une bonne représentation. Alors, le problème, c'est comme pour les cartes. Voilà, c'est pour ça que j'ai parlé aussi des cartes avant. C'est qu'il n'y a pas d'unicité. Pourquoi? Parce que derrière, quand on fait l'analyse de Fourier, il y a des relations d'incertitude et on ne pourra jamais avoir toutes les contraintes que l'on veut entre les deux variables en question. Mais on peut mettre dessous des idées, soit a priori, soit a posteriori, comme j'ai dit, liées à la modélisation. Par exemple, le fait que si on se rapproche de l'idée de représenter quelque chose qui a à voir avec le système perceptif de l'audition, eh bien on sait que lorsqu'on regarde la cochlée et qu'on la déroule d'une certaine façon, eh bien on a le long de l'axe qui est ici une graduation que l'on peut faire en fréquence par le fait qu'on a des cellules qui sont réceptives à différentes fréquences et bandes de fréquences suivant la position ici, la tonotopographie de la cellule. Donc ça, on peut le prendre en compte de telle sorte que, par exemple, on fasse une représentation. Moi, j'ai montré tout à l'heure une image temps fréquence vraiment basée sur Fourier, mais
pour les signaux audio, très souvent, on le fait sur des échelles qui sont liées à ces répartitions-là, qui sont des échelles MEL ou des choses comme ça. Donc on s'inspire du système auditif. Ou bien au contraire, on peut voir les choses comme une cible. C'est-à-dire si on s'attend à une représentation, si on s'attend à un signal qui a une certaine structure, on peut chercher à trouver quelle est la représentation qui va idéaliser la représentation de cette structure. Alors, pour les ondes monochromatiques, c'est Fourier. Puis pour des signaux un petit peu plus spéciaux, là par exemple, c'est des formes qui ont à voir avec les divergences en fréquence des ondes gravitationnelles, eh bien, on a des modèles a priori, et on connaît la forme attendue pour laquelle on voudrait la localisation, et on peut construire des représentations qui sont idéalement localisées sur ces formes-là. Mais du coup, évidemment, elles seront optimales dans les conditions nominales, et elles ne le seront pas pour les autres. Donc chaque fois, il y a un compromis qui est à trouver. Mais là, on est du côté de l'a priori et de la modélisation du système physique d'une certaine façon de la production et de la réception. Et là, on est du côté de l'a posteriori et de ce que l'on attend comme sortie. Alors, on voit qu'en fait, ça fait un couplage, un lien entre représentation et modélisation. Et pareil, modélisation, il y a beaucoup d'acceptions possibles. Il y en a une, c'était le modèle réduit, là on en a parlé juste avant. Il y en a une autre qui est liée au modèle mathématique. Et pour nous, en signal, très souvent, ce qui nous intéresse, c'est de modéliser le signal comme étant la sortie d'un système, en fait. Donc c'est un couplage, et pas seulement en physique, où on fait des signaux, des systèmes et de la physique. Où on fait du Sisyphe, qui est un effort à renouveler en permanence, mais comme le signal est sorti du système, et d'une certaine façon, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va transcrire la complexité qui est la complexité liée au signal qui est ici, en quelque chose qui va se partager entre l'entrée et le système lui-même. Alors, le plus souvent, pour des raisons d'efficacité, où il faut partager entre les deux, si on n'a pas de modèle a priori pour l'un ou pour l'autre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essentiellement supposer une neutralité sur l'entrée. On va essayer de mettre le moins d'hypothèses possible sur l'entrée, et par contre, on va mettre toute la complexité dans le système, et en particulier, on peut le faire en essayant de le paramétriser, de telle sorte qu'on ramène un problème qui est un problème général, un problème qui est d'identification de paramètres. Ce qui veut dire ça, tout bêtement, c'est-à-dire que si effectivement le signal c'est la sortie d'un système excité par une certaine entrée, eh bien le jeu, ça va être de trouver un système qu'on peut voir comme un système inverse, de telle sorte qu'en sortie, il nous récupère quelque chose qui est supposé être une estimation de l'entrée qui en soit la plus proche possible. Et on va ajuster les paramètres du système de telle sorte que cette erreur où cette différence entre l'entrée et l'entrée estimée soit la plus petite possible. Alors l'exemple emblématique, c'est la parole, hein, puisque quand on regarde la génération de paroles, où on a un appareil phonatoire qui est ici, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Du côté des sons soit voisés, soit non voisés, on a une entrée qui est neutre au sens qu'elle ne porte pas d'information de corrélation, donc elle a une blancheur spectrale ou pratiquement ou pas de fonction de corrélation, donc soit des impulsions, soit du bruit blanc, mais qui excite un système qui est un système qui est pôle zéro, parce que c'est un système typiquement qui met en jeu des résonances et des antirésonances qui sont liées aux cavités buccales et nasales, qui donne un signal dont on peut avoir une image, qui est une image temps fréquence, comme celle que j'ai montrée tout à l'heure, où on voit comment se structurent ces quantités, avec les zones formantiques, avec les évolutions de pitch, avec les transitoires, etc., mais qui nous ramène dans le giron d'un monde paramétrique, puisque finalement, c'est identifier le signal, c'est trouver les paramètres descriptifs de cette affaire-là. Alors, ce que je voulais dire, c'est que si on regarde maintenant la modélisation et qu'on regarde d'autres acceptions, comme celle que j'ai mentionnée dans la planche précédente, c'est que d'une certaine façon, en ce moment, si on revient au triangle de tout à l'heure, on a une sorte de glissement de paradigme sur la façon dont on utilise et dont on se balade, dont on est dans ce triangle-là. Le traitement ici classique, d'une certaine façon, il part des données. Il essaie d'avoir une notion de modélisation entre les données et les maths, okay, et puis ensuite il implémente les algorithmes et il va vers le sommet de l'informatique. Okay. Donc ça, c'est, disons, la vision classique. Voilà. Maintenant, il y a une vision qui est un peu différente, en particulier par tout le boom de tout ce qui est les analyses pilotées par les données, dans lesquelles on fait l'économie de passer par ici, et on va de manière beaucoup plus directe sur un point qui est un point
donc on peut dire informatique, algorithmique, qui est un point où on s'appuie directement sur les données pour aller aux résultats qui nous intéressent, avec les questions que tout le monde se pose, qui sont comment est-ce qu'on trouve des supports mathématiques, comment on explique pourquoi le DEEP fonctionne comme ça, patati patata. Et du coup, ça nous amène dans une autre acception finalement de modèle, mais qui est dans le même cas, où le modèle, c'est ce qui est donné pour référence. Et ça, c'est quand même ce qui se passe dans l'apprentissage. C'est-à-dire le modèle, c'est ce vers quoi on tend, ce qu'on voudrait avoir. Et donc, par rapport au schéma que j'avais tout à l'heure, qui était un schéma d'identification par ajustement du modèle inverse pour réduire une erreur de reconstruction, d'estimation de l'entrée, d'une certaine façon, on oublie que ça vienne de là ou pas. On va dire simplement que, par exemple, bon, le signal, il est attaché à une certaine caractéristique, ça peut être un label, ça peut être de ce genre. Et en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de trouver comment on fait varier un système de telle sorte qu'on ait en sortie la bonne réponse à ce que l'on attend. Alors, si on fait ça, eh bien, évidemment, ce qui est intéressant, c'est de savoir si la réponse que l'on donne nous permet de faire un retour pour revenir quand même vers de la modélisation et de la compréhension. Alors, ce qu'on voit, c'est que, là je prends deux petits exemples, mais un en vision et un en audio, où en fait, effectivement, si on regarde une approche de ce type-là par apprentissage profond et qu'on explore a posteriori les premières couches, qui sont les couches du réseau, et qu'on regarde les filtres qui sont mis en jeu, ben on voit qu'en fait, on retrouve des structures de filtres qui sont analogues aux structures de filtres qui étaient utilisées par des systèmes qui se basaient sur de la modélisation. Donc là, on a des gaborettes, d'une certaine façon, qui sont liées à la connaissance qu'on a du système de vision. Je parlais tout à l'heure en auditif, pareil, de la répartition sur une échelle MEL ou autre pour la cochlée. Eh bien, de la même façon, on voit qu'on a une répartition qui est une répartition, pareil, qui n'est pas homogène sur la façon d'avoir des filtres. On a des filtres sélectifs en fréquence, mais qui a tendance à retrouver ce que l'ingénierie du système avait mis avant, en disant on prend les données, on les met dans un espace de représentation, de telle sorte qu'on met en avant des choses qui viennent d'idées de modélisation, on obtient des paramètres, on fait de la classification, etc. Et là, quand on fait du end-to-end, ben, on voit revenir quelque part, ce qui peut être rassurant, mais qui nécessite d'être mieux contenu et mieux expliqué, quelque chose qui a à voir avec la connaissance a priori qu'on aurait mis par la modélisation. Voilà, donc j'en ai à peu près fini, à deux choses près. Je voudrais juste terminer en disant... oui, j'avais oublié de dire ça, c'est qu'il y a... Du coup, on voit revenir à la représentation d'une certaine façon, parce que dans représentation, il y a aussi l'idée de représentativité, j'ai fini. L'idée de représentativité, la représentation nationale à l'Assemblée nationale, par exemple. Et là, on a toutes les questions qui sont des questions, lorsqu'on s'intéresse à faire de l'apprentissage, qui sont, bon, disons, les biais d'apprentissage, dans quelle mesure les objets sur lesquels on travaille sont représentatifs, mais pas au sens de la représentation dont j'avais parlé avant, mais en ce sens-là. Alors, je termine juste par une citation, parce que je l'aime bien, qui dit qu'il faut qu'il y ait dans les choses représentées le murmure insistant de la ressemblance, et il faut qu'il y ait dans la représentation le repli toujours possible de l'imagination, parce que je pense que c'est quelque chose qui est raccord avec ce que j'ai dit avant et qui ouvre des possibilités qui sont des possibilités de solutions multiples à beaucoup de problèmes. Et puis je termine par un dernier mot pour conclure aussi, donc qui est Azali, Académie des sciences à Lyon, donc pour faire la pub qui a été mentionnée tout à l'heure, à savoir que les 13 et 14 février, on organise en effet 2 jours entre le musée des Confluences, le Palais Saint-Jean et l'école normale supérieure de Lyon, des conférences dont toute information est trouvable sur ce site ici. Il faut s'inscrire, mais il suffit d'avoir une adresse HAL. Et je ne peux que vous inviter à aller regarder le programme et si ça vous intéresse, à vous inscrire. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour cet exposé très très clair et tout à fait passionnant. Donc nous avons quelques minutes pour des questions. Est-ce que vous avez
commentaires sur, par exemple, la place de l'imagination dans l'intelligence artificielle, sur l'interprétation. Et la présentation, c'est quelque chose qu'on perd finalement. Je sais pas, je pense que il y a beaucoup de réflexions qu'on peut faire sur ces questions. Non, il y a des questions en effet qui sont la place de la créativité, par exemple. Quelle est la part véritablement de créativité propre dans les systèmes générateurs qui sont basés sur les systèmes d'intelligence artificielle, en quoi ils s'échappent ou ils ne s'échappent pas de ce qui est lié à l'apprentissage qui en a été fait. Bon, ce que j'avais dit en dernier, c'est vrai que c'est un point qui est un point important, mais je pense que tous les gens ici le connaissent encore bien mieux que moi, c'est que dans toutes les questions d'intelligence artificielle qui sont basées sur des méthodes d'apprentissage, on va dire, la question du choix de l'apprentissage, de la représentativité, du biais, est une question qui est très importante. Donc, d'une certaine façon, bon, on fait ressortir, quand on compose de la musique nouvelle à la Jean-Sébastien Bach, bon, on le fait parce qu'on a entré toute l'œuvre de Jean-Sébastien Bach quelque part et on en a compris d'une certaine façon des caractéristiques, et puis ensuite on peut recréer des choses dans ce sens-là. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose que d'avoir une création from scratch d'un Jean-Sébastien Bach 2.0 qui partirait de rien du tout, quoi, sans apprentissage. Je ne sais pas, là je m'aventure sur un domaine qui n'est pas le mien, mais ça m'intéresse de savoir. Ce que j'ai voulu dire quand même, c'était que dans beaucoup de ces questions, représentation et modélisation, il y avait presque une vue système qui dit qu'on s'intéresse à des considérations en amont et comment on peut nourrir la compréhension, les algorithmes, etc. Comment est-ce qu'on peut savoir quelque chose des données, ce qui est quand même l'essence du traitement du signal au départ. Et la petite révolution qu'on a maintenant, c'est que d'une certaine façon, il y a une tentation, on va dire, une tendance, mais qui peut être une tentation, de dire on oublie ça, on prend les données telles qu'elles sont, et ensuite, il en sortira quelque chose, et sans forcément qu'il y ait la compréhension, l'explicabilité ou le retour à la modélisation possible. Donc, bon, je crois un des grands débats quand même, c'est de comprendre pourquoi les choses fonctionnent. Parce que qu'elles fonctionnent, je pense que tout le monde en est convaincu. Mais le comprendre, et surtout le comprendre, ça permet de comprendre quand elles ne fonctionnent pas. Et là, on ouvre la porte à tout ce qui est, par exemple, l'utilisation de l'IA en santé, toutes ces questions-là, où en fait, on a besoin de garde-fous pour savoir si ce qu'on dit est voilà, ce qu'on dit, comment est-ce qu'on peut en contrôler en comprendre les résultats et éventuellement en contrôler les performances. Merci pour l'exposé. Simplement, vous avez dit que vous aviez une remarque sur un livre qui parlait des Mad Maps. Oui. Non, la remarque, elle est qu'effectivement, il y avait un éditeur de cartes qui, à une époque, c'était, comment dire, les cartes, il y avait des copyrights assez précis sur ces cartes-là, et qui intentionnellement avait rajouté une ville qui n'existait pas sur le territoire des États-Unis, de telle sorte que lorsque un éditeur concurrent a repris la carte et a mis celle-ci, ça a servi de preuve pour dire qu'il y avait plagiat. Mais l'histoire ne se termine pas là, parce qu'en fait, cette histoire a été un tout petit peu connue par le microcosme des gens qui s'intéressaient à ça. Et du coup, il y a quelqu'un qui a... c'était un endroit au milieu de nulle part, quoi, où il n'y avait rien. Et il y a quelqu'un qui a ouvert une buvette à cet endroit-là, qui a pris ce nom. Et maintenant, sur Google, où on peut étiqueter, eh ben on peut voir apparaître le nom de la ville qui n'existe pas, mais qui de fait se met à exister. Voilà, c'est tout. Mais c'est un très joli petit livre qui s'appelle Mad Maps, qui est écrit par des géographes et des cartographes, qui est une collection de micro-chapitres sur énormément de considérations que l'on peut faire entre la conception de la carte, la lecture de la carte, les modes de représentation, les façons autres de décrire des données, et puis l'usage social qu'on peut en faire. Vous avez une autre question ? Oui, il y a une question un petit peu générale. Vous avez parlé de la modélisation, de la représentation. Pour le cas de Fourier, c'est une bonne représentation pour modeler les signaux, ouais, pour l'analyse harmonique.
en plus général, comment savoir si on a une bonne représentation? Par exemple, pour les CNN, on a des représentations dans les premières et la deuxième couche qu'on trouve qu'ils sont cohérentes. Des fois, on trouve les mêmes, des fois, non. Ça dépend aussi des modèles, des fonctions que le CNN il peut modéliser. Donc, en plus général, comment savoir si c'est une bonne représentation ou non? Non, il y a presque deux questions là-dedans. Il y en a une. Ce que j'avais essayé de dire, c'est que parler d'une bonne représentation, ça peut se voir soit en amont ou a priori, en disant c'est quelque chose qui s'appuie sur des connaissances a priori que l'on a, et en général, on a souvent intérêt à utiliser ces connaissances a priori. Enfin, en signal, c'est ce qu'on fait. Plus on peut injecter des connaissances a priori, mieux on se porte, parce qu'on réduit le problème, par exemple, à des espaces de paramètres ou autres. Puis il y a la vision en aval ou a posteriori, qui est l'objectif. C'est-à-dire qu'on dit que la représentation, elle est bonne, par exemple, parce qu'elle est parcimonieuse. Donc on peut se dire quelle est la représentation qui, à performance égale de reconstruction, donnera la forme la plus compacte en termes de nombre de paramètres et autres. Donc ça, je pense que ça c'est le cadre général de comment on peut le qualifier. Alors comment on peut le traduire maintenant par rapport à ce qui se passe dans des CNN et dans l'architecture de la chose, là, Joker, je ne sais pas du tout. Certainement, il y a des gens qui travaillent à ces questions et qui ont des réponses. Mais moi, je ne saurais pas répondre à cette question-là sur comment le faire. Par contre, ce qu'on peut observer, c'est que quand on prend des structures qui sont des structures classiques, enfin, je veux dire, dans les premières couches où on a un truc habituel, quoi, le petit relieu, machin, le pooling. Donc, ce qu'on voit sortir, quand on regarde les filtres équivalents qui ont été utilisés après l'apprentissage, c'est qu'on voit ressortir des structures qui sont des structures de filtres qui sont, dans certains cas, proches des structures que l'on aurait mis par une connaissance d'ingénierie a priori, telle que ça se faisait précédemment. Je parlais de l'échelle MEL, par exemple, pour la représentation des signaux audio. Le fait que on ait des séquences de bandes filtres dont la largeur spectrale est une largeur qui augmente avec la fréquence centrale, ça, c'est des choses qui ressortent dans des réseaux end-to-end et qui n'étaient pas données a priori. C'est ce qu'on aurait fait en données a priori, mais on le voit revenir. Donc on peut se dire qu'il y a une satisfaction par rapport à ça. J'aurais une remarque en fait là-dessus. C'est que j'ai l'impression que une des questions en fait un peu globales, c'est dans quelle mesure une amélioration des performances d'un modèle implique ou entraîne une amélioration de la compréhension du processus ou du phénomène sous-jacent en fait. Et les deux voies sont plutôt parallèles, c'est-à-dire que on ne cherche pas à répondre aux mêmes questions dans les deux cas, mais c'est un des enjeux des modèles d'intelligence artificielle aujourd'hui, d'aller vers quelque chose qui non seulement mime un comportement qui peut être un comportement biologique ou pas, ou physique, mais qui permette effectivement une meilleure interprétation des performances et de ce qu'on obtient, quoi. Oui. Non, mais c'est sûr que... Et puis, bon, il y a aussi le fait qu'il y a toujours le garde-fou qu'il faut avoir sur le fait que la compréhension que l'on traduit dans de la modélisation, etc., est par nature une approximation, enfin quelque chose qui n'est pas une vérité ultime, complètement contrôlée, etc. Et du coup, il y a toujours la robustesse aussi par rapport à l'écart aux situations nominales. Donc, ce qu'on pense être le bon modèle et pas forcément... Il y a un exemple intéressant qui est pas du tout du côté de l'IA, mais qui est du côté de... J'ai mentionné vraiment au passage tout à l'heure, avec les petites formes qui grimpaient, les ondes gravitationnelles. Et en fait, pour la première détection des ondes gravitationnelles qui a été faite là, en 2015, et évidemment, il y avait plein de batteries d'algorithmes qui étaient des algorithmes différents et qui étaient des algorithmes en parallèle pour essayer plusieurs approches. Et en fait, il y avait deux grandes catégories. Il y avait des catégories avec modèles a priori supposé, parce qu'il y avait un espoir de tomber sur un certain type d'événements astrophysiques
qui avait été modélisé d'une certaine façon. Donc il se ramène en fait à de l'analyse avec des batteries de modèles à énormément de paramètres, mais tous en parallèle, et puis on regarde ce qui est le plus proche dans l'observation. Et puis il y avait d'autres algorithmes qui étaient des algorithmes beaucoup plus, ouverts, au sens où ils disaient juste, tout ça, ça se passait quand même dans le plan temps fréquence d'ailleurs, mais ils disaient juste, s'il y a un événement, c'est que quelque part, il y a une organisation structurée, cohérente, qui arrive de manière anormale par rapport au bruit de fond, mais sans en donner nécessairement la structure géométrique. Voilà. Et les deux étaient en parallèle, avec deux types d'efficacité qui n'étaient pas les mêmes au point de vue algorithmique, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a une approche qui était plus efficace si le signal était très énergétique, en ne mettant pas de modèle a priori, et c'était plus rapide, et la première détection, c'est cet algorithme-là qui a gagné, et l'autre, par contre, était plus lourde à mettre en œuvre, mais était plus précise, à supposer que le modèle soit un modèle qui est bien adapté. Et il se trouve que dans ce cas-là, c'était le cas, mais voilà. Donc, les deux jouent un peu. C'est pour ça que j'avais mentionné le fait que une représentation qui offre un espace de déploiement pour le signal qu'on analyse est aussi une voie pour suggérer une possibilité de modélisation, et ensuite on peut reboucler. Merci encore pour avoir accepté cette invitation, d'avoir fait cet exposé introductif, vraiment très très passionnant. Merci. Merci.